Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. C'était une date attendue. Ce mercredi, les restaurants étaient autorisés à rouvrir. Toutefois, ils devront respecter l'horaire de fermeture fixé à 20h. Nous ferons le point sur ce secteur victime du virus avec le coordinateur de la commission mixte des métiers de bouche, Mohamed Abdelfadel, et l'invité de ce journal. Dans sa chronique Un œil sur le monde, Amina Ben Khalaq nous parlera des changements climatiques. Il semble que l'année 2021 démarre sous le signe de la biodiversité, avec des rendez-vous cruciaux comme le sommet de Paris. Le verdict a été prononcé par la cour d'appel de Tanger, la peine de mort pour le meurtrier de Adnan Bouchouf. Cet enfant de 11 ans avait été kidnappé, violé et retrouvé mort il y a exactement 4 mois. Le chanteur d'opéra franco-marocain David Serrero a remporté les New York Broadway World Awards 2020 du meilleur interprète, meilleur producteur d'une comédie musicale et meilleur producteur d'une pièce de théâtre de la décennie. Il sera avec nous en direct de New York pour nous parler de ces distinctions. C'est une bouffée d'oxygène, un retour à la vie tant pour les restaurateurs qui jouent leur survie que pour les clients ravis de pouvoir s'attabler à nouveau. Fermés depuis 3 semaines, les restaurants de Casablanca, Tanger, Agadir et Marrakech ont repris le service. Toutefois, ils devront respecter l'horaire de fermeture fixé à 20h. Reportage d'Ermenzena, le récit est de Salim Abnab. Ils sont heureux de pouvoir redresser leur table. Un soulagement pour les professionnels du secteur, autorisés pendant plus de 3 semaines à proposer uniquement de la vente à emporter. L'allègement des mesures est synonyme de joie pour nous. Cela va contribuer en partie à relancer l'activité. Après 3 semaines très compliquées, enfin la réouverture, c'est un soulagement. Je suis très heureux de pouvoir reprendre mon travail. Une reprise qui s'annonce toutefois difficile, voire impossible pour certaines enseignes en difficulté financière. Entre 35 et 40% des restaurants ont mis la clé sous la porte. Ils ne rouvriront pas. Sans parler des restaurants gastronomiques qui pouvaient difficilement, durant cette période, proposer de la vente à emporter et qui étaient donc condamnés à fermer et mettre au repos forcé leurs employés. 2020, c'est une période que tout le monde n'a plus envie de voir demain. Une réouverture soumise à conditions et au respect de quelques règles sanitaires déjà appliquées. Pas plus de 5 personnes à une table, distance minimale de 1 mètre entre chaque table et port du masque obligatoire pour le personnel et les clients qui se déplacent à l'intérieur de l'établissement. Le secteur de la restauration, qui représente un point essentiel de l'économie, apparaît comme l'un des plus affectés par le Covid-19. Pour en parler, Mohamed Abdelfadel, coordinateur de la commission mixte des métiers de la bouche, est l'invité de ce journal. Monsieur Abdelfadel, bonsoir. Alors pour commencer, comment vous réagissez à cette annonce qui a été faite hier soir, une réouverture partielle, puisque, je le rappelle, les restaurants doivent respecter l'horaire de fermeture qui est à 20h. Bonsoir. Je vous souhaite Sougas Mbarki. Aujourd'hui, ce soir, je représente la Confédération marocaine des métiers de bouche, qui représente les 4 corps des métiers de bouche, tels que la restauration, les cafés, les traiteurs et aussi l'art culinaire et la pâtisserie-boulangerie. Le retour du service de restauration, c'est un retour en vie pour ces restaurateurs. Ils n'étaient pas en congé, c'était en chômage, mais est obligé d'être fermé par mesures préventives. Notre secteur, il a subi cette année la pire crise de son histoire. Privé d'activité pour certains, par exemple pour les traiteurs, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Les restaurants et cafés privés de leur taille d'accueil à 50%. Pour les pâtisseries-boulangeries, ils ont subi une baisse du chiffre d'affaires à cause de toute restriction de rassemblement. Il n'y avait pas l'absence de fêtes, l'absence de rassemblement et tout. Si on revient au secteur de la restauration, compte tenu des circonstances actuelles, plusieurs restaurateurs ont dû mettre la clé sous la porte. On parle de 80% des restaurateurs qui sont au bord de la faillite dans la presse. Est-ce que, pour vous, ce chiffre reflète la réalité ? Ce qu'on a enregistré, il y a plus que 35% qui n'ont pas pu
réouvrir après le premier confinement. Ça, c'est dû ils étaient obligés à fermer, à baisser rideau, alors qu'ils supportaient toujours les mêmes charges. Malheureusement, ces chiffres-là, ils sont très alarmants, parce que ces secteurs, nos secteurs, ils sont passés des secteurs créateurs de valeur ajoutée, créateurs d'emplois, à des secteurs sinistrés à cause de la pandémie. Ce qu'on a avec les contacts qu'on a avec les différents opérateurs, on voit si jamais il n'y a pas de mesures de soutien du secteur, on pourra avoir à 80%, on pourra avoir un savoir-faire de la restauration qu'on va perdre, que ce soit pour les métiers de traiteur, que ce soit pour... Parce que malheureusement, on est sur des chiffres d'affaires qui sont très alarmants, des pertes, des budgets. Par exemple, on a un déficit enregistré pour tous les secteurs de plus de 50% et allant jusqu'à 95% pour les traiteurs. Ces chiffres-là sont très alarmants en attente des mesures de soutien qu'on espère que le comité de veille économique qui nous octroie cette chance de survivre. On va revenir au comité de veille économique, on va revenir à la restauration. Alors le choix était très difficile pour certains restaurateurs, soit fermer, soit se réinventer. On l'a constaté, la livraison a pris beaucoup d'ampleur durant ces derniers mois. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau levier de croissance ou c'est une simple tendance ? C'est une simple tendance. Il faut savoir déjà qu'on est privé de... Pour les restaurants, ils peuvent travailler que soit pour le seul repas, c'est le midi. Le soir, il y a par exemple sur Casablanca, il y a la restriction de la fermeture à 20h. Ce qui fait qu'il y a le soir, ce n'est pas possible d'effectuer la livraison. Et ça ne représente maintenant que 5%. En plus de la capacité d'accueil qui est réduite. Bien sûr. Alors justement, le comité de veille économique a pris des mesures pour soutenir le secteur et atténuer l'impact de cette crise. Est-ce que vous jugez que le dispositif proposé jusque-là est suffisant ? Pour nous, c'est insuffisant. Premièrement, on invite le comité de veille économique à adopter une approche participative plus étendue avec tous les représentants du secteur. On demande une solution pour les loyers, on demande des solutions à des rééchelonnements, tout ce qui est obligation qu'on a, par exemple, que ce soit des échéances bancaires. Aussi, on demande une exonération de la taxe professionnelle, puisqu'elle est calculée à base de la valeur locative. Et on était obligé à fermer nos locaux à cause des mesures administratives. On demande, pour le maintien de l'emploi de ce secteur, on demande que l'État prend en charge les charges sociales. Alors, aujourd'hui, on a entre nos mains un secteur qui est, je peux dire, on doit être fier des secteurs, des métiers de bouche par rapport à nos pays voisins. C'est un secteur qu'on doit soutenir et que je pense que le gouvernement il doit miser sur ce secteur. Mohamed Abdelfadel, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et ces restrictions imposées sont dictées par l'évolution de la propagation de la pandémie. Et on va justement s'arrêter sur les derniers chiffres du ministère de la Santé. Durant ces dernières 24 heures, 1266 cas de contamination ont été enregistrés, un intervalle durant lequel 26 décès ont aussi été annoncés. Pour ce qui est des guérisons, 1927 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du royaume. Comment la chasse aux différents variants du Covid-19 s'organise dans le monde? Le variant anglais inquiète particulièrement les autorités françaises, mais pas seulement. Vous allez découvrir dans ce reportage comment est-ce que le séquençage, cette analyse du génome du virus, peut contribuer à vaincre la pandémie. Salim Abnab. C'est pour évaluer la menace de cette version du coronavirus réputée plus contagieuse que cette campagne de dépistage massif est menée en France. Les tests positifs sont envoyés dans ce laboratoire marseillais. Ici, les biologistes s'activent pour identifier, grâce au séquençage, les différentes souches. Depuis le virus chinois qui a circulé au printemps, nous avons identifié 10 mutants à Marseille, 10 variants. Qui se sont succédés au cours du temps. Et le variant anglais donc, est le 11e.
À 3000 km de Marseille, ce laboratoire islandais procède à l'analyse systématique de chaque échantillon positif afin de déterminer sa souche et son origine, faisant de l'Islande le leader mondial en matière de séquençage du SARS-CoV-2. Ces efforts peuvent nous aider à endiguer l'épidémie en se basant sur des hypothèses de transmissibilité. On peut utiliser le séquençage pour comprendre exactement comment l'infection se propage d'une personne à une autre. À l'autre bout du monde, c'est un autre variant qui inquiète les autorités japonaises. Le pays a détecté une nouvelle souche parmi 4 voyageurs en provenance du Brésil. Et le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a été testé positif au nouveau coronavirus. Sa Majesté le roi Mohamed VI lui a adressé un message dans lequel le souverain lui souhaite prompt rétablissement. Moncef Slaoui, le Marocain devenu Monsieur Vaccin de Donald Trump, vient de présenter sa démission du poste de chef de l'opération américaine de vaccination Warp Speed, une décision prise à la demande de la future administration Biden. L'immunologue, grand spécialiste des vaccins, continuera à assurer une mission de consultant pour une période de préavis d'une durée de 4 semaines. On continue à s'intéresser à l'actualité internationale avec la chronique de Amina Belkhalq, un œil sur le monde. Amina, bonsoir. Alors, il semble que l'année 2021 démarre sous le signe de la biodiversité avec des rendez-vous cruciaux comme le sommet de Paris. Bonsoir Ihsan, l'année démarre sous le signe d'engagement fort en faveur de la biodiversité, à en croire les promesses faites lors du One Planet Summit en France. Le sommet a accouché de plusieurs mesures phares dont certaines nous concernent, nous, Africains, comme la levée de fonds pour la Grande Muraille Verte contre la désertification du Sahel. Des donateurs comme la Banque mondiale ou encore la Commission européenne ont promis d'injecter un total de 14,3 milliards de dollars d'ici 2025 pour soutenir cette initiative de l'Union africaine de lutte contre les effets des changements climatiques. Ce montant permettra de commencer la concrétisation de ce projet de muraille verte initié en 2007 mais qui n'est toujours pas sorti de terre. Ce sera un long couloir doté d'un ambitieux plan de reboisement. Il traversera le continent africain de Dakar à Djibouti sur 8000 km en passant par 11 pays. L'objectif étant d'en finir avec ce genre de paysage sinistre et contrairement à cette image Ihsan, le terrain est fertile pour la COP26 prévue à Glasgow en novembre. Et en parlant de la conférence sur les changements climatiques, l'accord de Paris adopté en 2015 qui vise à maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés verra le retour de l'un de ses anciens signataires. Il s'agit bien entendu des États-Unis, Joe Biden, qui prêtera serment comme 46e président américain dans 8 jours. Et l'une de ses grandes promesses de campagne était de revenir sous le giron de la COP21. Tous ces engagements tombent à pic, Amina, car il est urgent de réagir face aux dérèglements climatiques, des dérèglements qui commencent de plus en plus à se faire ressentir, même au Maroc. Absolument, Ihsan, et selon plusieurs climatologues, les précipitations records qui ont entraîné ces dernières inondations témoignent d'une réalité, celle des changements climatiques en Afrique, chose qui a été soulignée lors de la COP22 de Marrakech, la COP de l'action où le débat a porté sur le potentiel énergétique sur le continent le plus frappé par les aléas du climat et triste paradoxe, Ihsan, le plus faible émetteur de CO2. C'est également en terre africaine, plus précisément au Maroc, vu comme exemple en la matière que d'immenses efforts sont fournis pour la transition énergétique. Le méga complexe Noor, qu'on ne présente plus, est l'un des plus grands parcs solaires au monde. Il permettra au royaume de porter à 52% la part du renouvelable dans son mix énergétique en 2030. Le royaume qui se distingue également dans tous les classements mondiaux, comme ici, avec cet index qui donne une image des efforts d'atténuation du climat où nous occupons la 7e position devant la Norvège. Cela signifie aussi que le Maroc concrétise les dernières recommandations de l'ONU qui appellent à une transition rapide vers les énergies non polluantes. Antonio Guterres appelle même les dirigeants du monde à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la neutralité carbone soit atteinte. La seule manière, selon lui, de mettre un terme à ces images désolantes qui mettent en évidence l'irresponsabilité de l'homme.
Merci Amina pour ce focus. On vous retrouve la semaine prochaine. Et en parlant de climat, ce sont des records de froid qui ont été enregistrés au Maroc aujourd'hui. Des températures minimales de l'ordre de -10 à -4 degrés sur l'Atlas, entre -3 et 2 degrés sur le Rif et notamment l'Oriental. Une baisse du mercure accompagnée de chutes de neige dans certaines régions. Une situation qui a compliqué la circulation. Les chasse-neige s'activent et de gros moyens sont déployés pour dégager les routes dans la province de Bni Mellel. L'intervention des équipes de déneigement a permis de rétablir la circulation sur plusieurs axes routiers. Dans un tout autre registre, sachez que dans le cadre de l'opération de révision annuelle des listes électorales générales, les tableaux rectificatifs provisoires ont été mis à la disposition du public pour consultation jusqu'au 17 janvier courant. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Autre titre de ce journal, ce verdict prononcé par la Cour d'appel de Tanger, la peine de mort pour le meurtrier de Adnan Bouchouf. Cet enfant de 11 ans avait été kidnappé, violé et retrouvé mort il y a exactement 4 mois. Les détails avec Sder Benzina et Rita Sah. Le verdict est tombé aujourd'hui. L'homme accusé du viol et du meurtre du jeune Adnan en septembre dernier a été jugé coupable et va écoper de la peine capitale. Selon la MAP, le tribunal a été convaincu de l'implication du principal accusé dans le crime de meurtre avec préméditation, associé à l'enlèvement, la séquestration et le détournement de mineurs. Cette affaire avait bouleversé les Marocains. Âgé seulement de 11 ans, le garçon avait été porté disparu à Tanger pendant plusieurs jours. C'est grâce à une vidéosurveillance et à un message de demande de rançon que les autorités ont réussi à retrouver la piste du coupable, un ouvrier de 24 ans, installé dans la ville du Détroit quelques mois auparavant. Le mis en cause avait conduit Adnan dans son appartement avant de l'agresser sexuellement et mettre fin à ses jours. Les policiers avaient alors retrouvé le corps sans vie du petit Angérois, non loin du domicile de ses parents. Les colocataires du meurtrier ont eux été condamnés à 4 mois de prison pour non-dénonciation de crime. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. C'est une première dans le royaume. Une crèche juive orthodoxe a été inaugurée ce matin à Casablanca par le grand rabbin Youssef Pinto. Nous découvrirons ce nouvel établissement. Sa musique est une mise en bouche de la langue amazigh à l'international. L'atypique Ahmed Soltan connaît en Afrique un succès foudroyant avec une recette imparable. Pour en parler, on va retrouver dans un instant l'artiste Ataroudat. Mais avant cela, ce geste symbolique qui renvoie à la fraternité et à la paix entre les membres de 2 religions monothéistes. Des acteurs associatifs musulmans et juifs ont planté hier à Casablanca un olivier, un arbre qui symbolise l'union, la paix universelle et la sagesse. Oussama Al-Bkhali. Ils sont juifs et musulmans, rassemblés par l'identité marocaine autour de l'olivier, cet arbre symbole de paix et de fraternité. Porté par la jeunesse, la plantation de cet arbuste vient célébrer à la fois la reconnaissance de la marocanité des provinces du sud du royaume et les retrouvailles avec ces juifs marocains vivant en Israël. Pour célébrer ces accords du 10 décembre, nous avons envisagé de planter l'olivier de la fraternité pour la paix. J'ai grandi dans une famille qui répétait toujours et racontait l'histoire et la coexistence qu'a connue les 2 cultures. Et je pense qu'il est de mon devoir de transmettre ce message à travers la chanson, à travers la culture. Des pas vers la paix consolidés par cet amoncellement de terre qui est déposé tour à tour par chacun des invités. Bien que ce soit une année difficile, 2020 s'est terminé sur une note d'espoir presque inespérée. Il y a tellement d'originaires du Maroc qui sont israéliens aujourd'hui, qui vivent en Israël et qui ont emporté avec eux beaucoup de leur pays d'origine et qui aujourd'hui vont nous permettre d'établir des liens, d'établir des ponts. Quels étaient les 2 mots qui pouvaient symboliser ces retrouvailles, ces pas vers la paix, et nous avons trouvé justement l'olivier, la paix et la fraternité. Reconnaissance de l'intégrité territoriale du royaume, retrouvailles avec les plus de 800 000 personnes d'origine marocaine vivant en Israël. Cet olivier qui a rassemblé de nombreux artistes, acteurs de la société civile et militants, a de beaux jours devant lui, symbole d'une paix grandissante, garantie par toutes et tous les Marocains. C'est une première dans le royaume. Une crèche juive orthodoxe a été inaugurée ce matin à Casablanca par le grand rabbin Youssef Pinto. L'établissement propose aux familles de confession juive une éducation religieuse à leurs enfants. Reportage Adil Wasmine et Mamadou Diaye.
Une ambiance bon enfant qui n'enlève rien au cachet symbolique de l'événement. Cette crèche juive orthodoxe, la première du genre dans le royaume, ouvre ses portes dans la capitale économique. De quoi rendre fiers ses parents heureux de voir évoluer leurs enfants dans un tel cadre. Moi, je suis très heureux d'être revenu ici au Maroc avec ma famille. C'est vraiment beau de voir ça. Elle a vu le jour grâce à notre rabbin Yoshua Pinto. نشكره كثيرا على مجهوداته ونشكر سيدنا محمد السادس نصره الله. Permettre aux familles juives marocaines d'éduquer leurs enfants dans un cadre religieux orthodoxe, c'est l'objectif de cette initiative. C'est l'aboutissement d'un projet piloté par l'association Chouva Maroc, présidée par le grand rabbin. Grâce à Sa Majesté le Roi, juifs et musulmans coexistent au Maroc. Ces deux communautés pratiquent librement leur religion dans les mêmes conditions. L'édifice accueille les enfants de confession juive âgés de 2 à 7 ans, signe de la renommée du royaume comme terre de tolérance. Il est né à Paris, originaire de Fès et vit aux États-Unis. Le Marocain David Serrero a remporté les New York Broadway World Awards 2020 du meilleur interprète, meilleur producteur d'une comédie musicale et meilleur producteur d'une pièce de théâtre de la décennie à New York. C'est la première fois qu'un chanteur d'opéra franco-marocain remporte ces awards très prisés par le public et professionnel de Broadway. David Serrero a joué plus de 2500 représentations dans plus de 45 pays. Il a aussi joué dans plus de 100 films et séries télévisées, enregistré et produit plus de 100 albums et joué plus de 50 rôles principaux et titres en plusieurs langues du répertoire d'opéra, de théâtre et de Broadway. Et c'est avec un immense plaisir que nous retrouvons en direct de New York l'acteur, chanteur, baryton, une véritable célébrité dans son domaine, David Serrero. Bonsoir. D'abord un mot sur toutes ces distinctions et sur Broadway. Quel artiste n'en a pas rêvé? Écoutez, moi le premier, tout d'abord je voulais vous dire à quel point je suis honoré d'être à vos côtés, Madame Benbel. Vous êtes une grande fierté du Maroc et pour moi d'être au JT de Zem, c'est pour moi vraiment un privilège, donc je vous suis éternellement reconnaissant. Écoutez, bien entendu, n'importe quel artiste en rêverait. J'ai dû travailler, c'est vrai, très très dur, mais d'être reconnu comme ça par la communauté de Broadway pour mon travail dans lequel j'ai apporté à chaque fois toute ma marocanité et j'ai voulu apporter ma culture marocaine également dans un milieu aussi fermé que celui de Broadway. C'est pour moi une joie très importante. Alors David Serrero, il y a une phrase que vous dites toujours, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Vous considérez que c'est une véritable chance d'être soi-même. Dans ce sens, comment est-ce que vos origines marocaines vous ont guidé? Vous savez, tous les Marocains, on dit toujours on a le cœur sur la main. Vous voyez, tous les Marocains, on est très généreux et surtout on n'a pas peur de vouloir oser, bien entendu, dans le respect de l'autre. Donc c'est vrai, moi quand j'ai démarré vraiment le théâtre classique, l'opéra, je disais que j'étais d'origine italienne, parce que j'avais peur qu'on se moque de moi en disant marocain, l'opéra, ce ne sont pas des choses qui vont ensemble, mais finalement c'est ça qui est formidable, c'est que si on veut avancer, il y a un moment, il faut regarder vers son passé et il faut l'honorer. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, Madame Benbel, c'est cette fierté d'être marocain. On se sent soutenu et on a envie d'amener toutes ses origines marocaines dans son travail. Donc, on n'a pas peur d'oser, on n'a pas peur de faire, on n'a pas peur d'être soi-même. Et c'est une chance d'être soi-même. Alors justement, en parlant du Maroc, est-ce que vous avez des projets pour le Maroc? Ah oui, tout d'abord, de venir vous rendre visite, première chose, et de venir dans ce très beau plateau de Zem. Mais oui, j'aimerais apporter beaucoup plus d'opéra au Maroc. Il y a par exemple l'Opéra de Paris, l'Opéra de Londres. Je rêve d'un opéra national à Casa
ou à Rabat avec une troupe à l'année qui y joue. D'ailleurs, j'avais ce projet au Studio des Arts Vivants de faire le premier festival d'opéra. Malheureusement, la Covid a un peu changé ces plans-là, mais je rêve avec des artistes purement marocains et pourquoi pas, la langue d'Arija est une langue tellement belle, tellement riche. Pourquoi pas des opéras tels que l'on en voit, des opéras en italien, en russe. Pourquoi pas des opéras en Darija. Ça, c'est vraiment un de mes projets. En tout cas, tout ce que j'acquiers à l'étranger, il sera toujours au profit des Marocains, du peuple marocain que j'aime par-dessus tout et à qui je dis ce très grand Tal salam alaikum kulkum. Voilà, j'ai appris cette phrase, voyez, en Darija, que pour vous, Madame Benben. Ouais, comme ça. Merci beaucoup, Choukran, David Serero. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et en parlant de langue, l'amazigh, langue officielle dans le royaume depuis plusieurs années, le tamazigh, tassoussit et tarifit sont d'ailleurs mis en avant dans les administrations publiques, écoles ou encore sur la 8e chaîne marocaine qui propose des programmes dans les 3 dialectes en plus de l'arabe. Samir Bouhmidi et Rita Saha. Des journaux télé, émissions et films en amazigh, c'est ce que propose la 8e chaîne marocaine depuis sa mise en service en 2010. Nombreux sont les téléspectateurs qui suivent Tamazigh TV, car 90% de ces programmes sont en tamazigh, tashilhit et tarifit. La chaîne amazigh a commencé de zéro. Et depuis le début, nous faisons un travail de documentation pour essayer de constituer un patrimoine audiovisuel amazigh. Et pour en apprendre davantage sur ce patrimoine national, l'Institut royal de la culture amazigh, basé à Rabat, propose des rencontres et autres événements qui visent à promouvoir la langue et la culture amazigh dans toutes ses formes et expressions. L'identité et la culture amazigh sont au cœur de l'identité marocaine, ainsi que l'a rappelé Sa Majesté le Roi dans son discours du 9 mars 2011. Cela se reflète également dans la Constitution qui a reconnu l'amazigh comme langue officielle. En 2019, un projet de loi organique avait d'ailleurs été adopté pour la généralisation de la langue amazigh, un texte garantissant l'utilisation du tamazigh, tashilhit ou tarifit dans les différentes administrations, services publics et écoles du royaume. Ses racines amazigh, il en est fier. Il est aussi tête de proue du mouvement afrobian, un mélange de musique africaine et à consonance arabique. Ahmed Sultan, figure emblématique de la scène urbaine marocaine, est un artiste doté d'un talent singulier. L'atypique Ahmed Sultan connaît en Afrique un succès foudroyant avec une recette imparable. Pour en parler, on va retrouver dans un instant l'artiste Ataroudat. Ahmed Sultan, que nous retrouvons à Taroudant. Pour commencer, Ahmed Sultan, bonne année d'Inaïr. Alors, c'est un événement important. Comment vous avez célébré cette année 2971? Écoute, avec les précipitations et les pluies, ça a été discret cette année. Tout le monde est occupé à cultiver ses champs, etc., etc. Donc c'était une soirée comme une autre au niveau culinaire, mais l'esprit y était. Alors, les musiques amazigh sont plus vivantes que jamais et désireuses de partager leur culture. Vous dites que votre musique est une mise en bouche de la langue amazigh à l'international. Est-ce que c'est important pour vous de préserver cette identité, ce patrimoine? En fait, je suis amazigh, donc tant qu'à faire, je suis shleh de la région de Taroudant. Et puis, si jamais je veux faire découvrir ma musique, mon art, qui je suis, et je suis obligé d'aborder cette facette de ma culture et de qui je suis. Je veux dire, sans plus revendiquer qu'autre chose. Ça fait partie, donc c'est un fait. Donc je le partage avec le maximum de gens possible. Et justement, en utilisant des passwords comme Ashkid, etc., c'est juste des mots, RLS, c'est des mots qui sont justement des introductions à ce que propose ma région, mon pays. Et pour ceux qui veulent se spécialiser, s'engouffrer un peu plus dans la brèche, il y a d'autres artistes et de grands maîtres dans cet art. Une dernière question, Ahmed Sultan. Quels sont vos projets à venir au Maroc et en Afrique, sachant que vous êtes devenu un visage de la musique marocaine au niveau du continent?
En fait, je suis devenu un réflexe au niveau du continent. Ça me fait toujours plaisir que les grands noms de la scène musicale continentale me fassent appel à moi quand il s'agit de faire des projets collaboratifs. C'est toujours gratifiant. Et c'est le fruit d'un travail depuis bientôt 18 années maintenant. Les projets, il y en a beaucoup, mais voilà, j'ai un rythme créatif qui est assez lent, assez discret sur les réseaux sociaux. J'aime pouvoir parler en musique. Donc j'ai un album qui arrive avec un EP. Donc en gros une vingtaine de chansons, plusieurs vidéos qui je pense vont arriver d'ici la fin de cette année. Inch'Allah. Merci à vous en tout cas d'avoir pensé à moi. Beaucoup de succès. Merci Ahmed Sultan d'avoir été avec nous et encore une fois, Ashgwa Samaïnouf. On termine avec ces clichés entre mythe et réalité à découvrir à la CDA Galerie à Casablanca. L'exposition 80 miles sous Atlantis est consacrée au littoral historique de la ville de Tarfaya. Les photographies de l'artiste Imen Jamil mettent en scène le lien entre paysages bâtis et naturels et explorent l'évolution de l'état de l'architecture à travers le temps. Reportage Samia Harissi et Saïd Benzizou. Quand Imen Jamil découvre Tarfaya, elle a à peine 16 ans. L'image de cette ville mystérieuse, entre mer et désert, s'imprimera dans son esprit. Des mois plus tard, elle reviendra dans ce lieu qu'elle a baptisé sa seconde maison. Ça fait 8 ans quand même que je travaille sur la ville de Tarfaya. Puis j'ai eu envie à un moment de passer à quelque chose de beaucoup plus documentaire. Donc là, j'ai appelé mes potes. Donc j'ai un groupe de 5 très bons amis qui habitent là-bas. En fait, on a remis en scène des lieux en ruine, comme par exemple l'ancien cinéma qui ne fonctionne plus depuis les années 80. Donc voilà, on a installé des chaises, etc., pour faire une simulation de pièces de théâtre. Ou Darlemia, qui était une ancienne maison qui hébergeait 100 soldats à l'époque de l'occupation espagnole. Donc en fait, on a fêté l'anniversaire d'un copain, Hassan, là-bas. Elle y consacrera une série de photographies en couleur et en noir et blanc. 80 miles sous Atlantis, un titre évocateur du mystère qui entoure cette ville et de la démarche artistique d'Imen Jamil, à mi-chemin entre fiction et documentaire. L'objectif un petit peu de cette exposition, c'est de venir combler un pan méconnu de l'histoire marocaine et plus précisément Tarfaya, la ville de Tarfaya. C'est aussi une volonté de laisser des traces, d'archiver un patrimoine en péril. Un travail artistique et documentaire qui interpelle au-delà du simple plaisir esthétique. Un appel à réhabiliter le patrimoine de Tarfaya, qui fut jadis source d'inspiration pour Saint-Exupéry. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. C'était une date attendue. Ce mercredi, les restaurants étaient autorisés à rouvrir. Toutefois, ils devront respecter l'horaire de fermeture fixé à 20h. Nous avons fait le point sur ce secteur victime du virus avec le coordinateur de la commission mixte des métiers de bouche, Mohamed Abdelfadel, qui était l'invité de ce journal. Dans sa chronique Un œil sur le monde, Amina Bentkhalq nous a parlé des changements climatiques. Il semble que l'année 2021 démarre sous le signe de la biodiversité avec des rendez-vous cruciaux comme le sommet de Paris. Le verdict a été prononcé par la Cour d'appel de Tanger. La peine de mort pour le meurtrier de Adnan Bouchouf. Cet enfant de 11 ans avait été kidnappé, violé et retrouvé mort il y a exactement 4 mois. Le chanteur d'opéra franco-marocain David Serrero a remporté les New York Broadway World Awards 2020 du meilleur interprète, meilleur producteur d'une comédie musicale et meilleur producteur d'une pièce de théâtre de la décennie. Il était avec nous en direct de New York pour nous parler de ces distinctions. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal Al Massaïa vous sera présenté par Zakaria H. Abdelmjid juste après Confidence de presse avec Abdullah Tourabi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.